invité de la bonne heure, Ndiaga Gueye, expert électoral. Bonsoir Ndiaga. Bonsoir madame. Ndiaga Gueye, pouvez-nous dire le nombre d'électeurs pour cet électorat de l'élection présidentielle de 2024? La carte électorale indique qu'il y a 7 371 894 électeurs. Sur le territoire national, ça veut dire au Sénégal, il y a 7 033 854 électeurs. Et à l'étranger, il y a 338 040 électeurs, répartis sur le territoire national entre 15 633 bureaux de vote. Et à l'étranger, il y a 807 bureaux de vote. Au total, nous avons 16 440 bureaux de vote pour 7 371 894 électeurs. Vous avez donné donc des chiffres contraires à ce qu'on a sur le fichier électoral? Non, c'est des informations que j'ai tirées de l'analyse de la carte électorale et c'est des informations conformes à ce qui est déclaré. Je ne sais pas vous, d'où est-ce que vous tenez vos chiffres? Vous dites le fichier électoral, d'où est-ce que vous tenez vos chiffres? D'accord. En tout cas, si c'est le document coloré que je vois, c'est un faux document. D'accord. Il circule depuis hier sur les réseaux sociaux avec des chiffres fantaisistes. Ce document-là n'est pas c'est un fake. D'accord. Merci Ndiaga Gueye. Nous avons vu que vous avez eu à publier une contribution sur le réseau social ex-Twitter ou bien sur votre blog. Pouvez-vous nous expliquer le premier plan de ramassage des procès-verbaux après le vote? En fait, j'ai fait des analyses et il ressort de cet examen de la carte électorale qu'il y avait une création de 826 bureaux de vote dupliqués, qu'on peut aussi appeler parallèles, qu'on peut appeler délocalisés, qu'on peut appeler fictifs. Mais quelle que soit l'appellation, ça renvoie à la même réalité. C'est-à-dire que c'est des bureaux de vote créés illégalement, invisibles aux électeurs et invisibles aux candidats. Invisibles aux électeurs parce que c'est une information qui ne se trouve pas sur la carte de l'électeur. Parce que c'est une information qui ne se trouve pas dans aucun des documents des opérations de vote. Donc ces bureaux de vote créés sur cette carte électorale peuvent bien être des bureaux de vote fictifs à partir desquels on peut produire des procès-verbaux fictifs de résultats. D'accord. Et donc hier, j'expliquais sur le réseau social X comment il fallait prendre en charge cette question pour éviter que ces bureaux de vote fictifs sapent l'intégrité de l'élection présidentielle du 24 mars. D'accord, mais vous avez tantôt... C'est dans ce sens que je disais que pour éviter que ces bureaux de vote fictifs soient acheminés à la commission départementale de recensement des votes, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas deux plans de ramassage comme ce qui s'est fait en 2019 à l'élection présidentielle. Le code électoral, article 87, dispose qu'il faut un seul plan de ramassage. Toutefois, en examinant le guide pratique d'organisation et de fonctionnement du bureau de vote de l'élection présidentielle du 24 février 2019, à la page 19, on se rend compte que deux plans de ramassage ont été mis en œuvre. Le premier, conforme à la loi, où c'est l'autorité administrative qui envoie une équipe pour collecter et acheminer à la commission départementale de recensement des votes les procès-verbaux. Le deuxième plan de ramassage, au lieu que l'autorité envoie une équipe collecter les procès-verbaux, l'autorité appelle les présidents de bureaux de vote pour qu'ils amènent le procès-verbal à la commission départementale de recensement des votes. Donc, ça crée une situation où des bureaux de vote fictifs, par contre, on ne sait pas qui est-ce que l'autorité va appeler pour qu'il amène le procès-verbal. D'où est-ce qu'il ça vient? Ça peut venir de n'importe où. Et le danger d'un tel plan de ramassage des procès, il est incontrôlable et à l'insu des candidats. Et c'est d'autant plus inquiétant, ce mode de ramassage des procès-verbaux, parce que dès qu'un procès-verbal entre dans la commission départementale de recensement des votes, il est comptabilisé. Le travail
dans les commissions départementales de recensement des votes est encadré par l'article LO 143 du Code électoral. Et dans cet article, il est précisé très clairement que les commissions départementales n'ont pas le pouvoir d'annuler un procès verbal. D'accord. Ça veut dire quoi? Quel que soit le procès verbal qui arrive, quel qu'il soit qu'il arrive, qu'on ait des doutes et des indications précises que c'est un faux, la commission est obligée de le prendre en compte et de le comptabiliser. Comment faut-il procéder pour éviter ce deuxième plan de ramassage? C'est ça que j'expliquais. Le ministère de l'Intérieur, qui est par ailleurs le ministère chargé des élections, a élaboré à l'élection présidentielle de 2019 un guide pratique d'organisation et de fonctionnement du bureau de vote. Il faudrait que pour cette élection du 24 mars, dans 5 jours, que le ministère de l'Intérieur, chargé des élections, publie dès à présent le même guide pratique, mais pour l'élection présidentielle de 2024. Comme ça, on peut s'assurer, on peut vérifier qu'il n'y a qu'un seul plan de ramassage qu'ils ont mis en place. À défaut de cela, ce qui s'est passé en 2019 peut se reproduire. Et quand ça se reproduit, on peut collecter des procès-verbaux qui ne sont pas issus de votre réel d'électeur, qu'on appelle procès-verbaux fictifs. Ce qui va saper l'intégrité de l'élection présidentielle. Concrètement, ça veut dire que un président non élu par les Sénégalais va proclamer victoire. Mais comment faire pour éviter, pour rassurer les candidats et toutes les parties prenantes à éviter ce deuxième plan de ramassage? En fait, c'est les candidats qui devaient prendre eux-mêmes ces questions. C'est eux qui ont intérêt dans ça. Hein? Mais vous constatez que durant cette campagne électorale, les candidats ne parlent pas de transparence du processus électoral. Et dire qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup d'opacité, beaucoup de manque de transparence dans ce processus électoral qui a débuté en juillet 2021 avec la modification du code électoral. Mais ces questions qui ont un impact négatif sur la sincérité du scrutin ne sont pas pris en charge par les candidats. Vous avez entendu la campagne? Vous avez vu un candidat dire que, par exemple, 2 millions de Sénégalais ont été exclus de l'élection présidentielle à cause d'une révision exceptionnelle des listes électorales d'une très courte durée d'1 mois. Et c'est même pas encore 1 mois. Officiellement, ils ont dit 1 mois. Mais si vous regardez l'arrêté du ministère de l'Intérieur, les commissions travaillaient 6 jours sur 7, 10 jours par heure, ce qui fait à peu près 360 heures. Donc ça veut dire qu'ils ont donné 9 jours au maximum, 10 jours à 2 400 000 Sénégalais pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez entendu les candidats parler de ça, de cette exclusion de privé. Est-ce que M. Gueye, ce n'est pas un défaut de renforcement de capacité? Ne pensez-vous pas que les candidats doivent retourner à l'école du code électoral? Ben, je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils ne prennent pas en charge les questions qui ont un impact négatif sur l'intégrité de l'élection présidentielle. La plateforme en ligne, mise en place par la Direction générale des élections, qui permettait de vérifier si on est toujours présent dans les listes électorales, mais aussi de vérifier que les informations sur sa carte d'électeur correspondent bien à celles qui sont sur les listes électorales, n'était pas fonctionnelle depuis février 2023. C'est il y a 2 jours qu'il est revenu en ligne à quelques jours de l'élection présidentielle. Alors que cette plateforme, en plus du numéro vert, devait être fonctionnelle depuis des mois pour que les Sénégalais puissent s'assurer qu'ils pourront exercer leur droit de vote. La conséquence de tout cela, c'est qu'on va vers une élection qui ne sera pas du tout démocratique. Est-ce que ce retard ne représente pas un flou dans l'esprit des Sénégalais? Évidemment, il faut se poser beaucoup de questions sur l'intégrité, la sincérité du scrutin du 24 mars, parce qu'il y a beaucoup de manquements et beaucoup d'opacité. Je dis que c'est à 1 semaine du scrutin que les Sénégalais peuvent enfin vérifier qu'ils sont bien présents sur les listes électorales et que les informations sur leur carte d'électeur correspondent bien à celles qui sont sur les listes électorales. Mais il y a d'autres manquements beaucoup plus préoccupants. Si vous faites une analyse de la carte électorale, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de biais et de distorsions. C'est quoi une carte électorale? C'est la liste des électeurs
par bureau de vote, par commune et par département. C'est le document clé. C'est l'information cruciale quand on va vers une élection. Et pourtant, les candidats ne prennent pas véritablement en compte ce document crucial dans leur communication. Ils parlent plutôt de fichier électoral. Or, le fichier électoral, ce n'est pas la même chose que les listes électorales. Un fichier électoral, c'est une base de données permanente des inscrits d'un pays pour être électeur. Alors que les listes électorales, en sus des informations du fichier électoral, elles contiennent le lieu de vote et le bureau de vote. D'accord. Le fichier électoral est permanent, alors que les listes électorales changent d'une élection à une autre. Mais l'information clé pour une élection intègre, honnête, se trouve dans les listes électorales et non pas dans le fichier électoral. Donc moi, je ne comprends pas que les candidats fassent une obsession sur le fichier électoral. De par la loi, on doit leur donner ça 15 jours avant l'élection, alors que les listes électorales doivent être à leur disposition 1 mois avant l'élection. C'est ça qui fait véritablement la transparence d'une élection. D'accord. Comment se passe le travail de compilation des procès-verbaux après le scrutin? Mais c'est de ça dont je parlais tantôt, pour dire que il est fondamental, crucial, extrêmement important qu'il y ait un monitoring du plan de ramassage des procès-verbaux. C'est véritablement le point de vigilance maximal dans ce processus électoral. Parce que dès que le procès-verbal est acheminé à la commission départementale de recensement des votes, il est comptabilisé. D'accord. Quels que soient les éléments sur le fichier qui montrent qu'il est douteux, qui montrent qu'il est fictif, il sera comptabilisé. Parce que l'article LO 143 du Code électoral, qui encadre le travail dans la commission, dispose très clairement que les commissions n'ont pas le pouvoir d'annuler un procès verbal. S'il y a des doutes, ils font juste des observations sur le procès. Ça veut dire quoi? Que quand ça arrive au niveau national, la commission nationale n'a ni les ressources humaines, ni le temps de travailler sur 16 440 procès-verbaux. Déjà, la commission départementale a des limites pour le faire. Je vous prends l'exemple de Dakar, où il y a 1275 bureaux de vote. Donc, 1275 procès-verbaux. Et Dakar, il y a 189 bureaux de vote fictifs, donc potentiellement 189 procès-verbaux de résultats fictifs. Les commissions doivent proclamer le résultat le mardi à midi. Ils commencent à recevoir les PV dimanche soir et ils doivent proclamer les résultats en moins de 48 heures. Vous croyez que 3 personnes peuvent délibérer sur 1275 procès-verbaux? Mais impossible. D'accord. Non seulement ils ne peuvent rien annuler, mais ensuite ils n'ont pas le temps de bien observer les PV qui sont à leur disposition. D'accord. Donc tout ce qui arrive comme PV, fictif ou non, est validé. D'accord. Et dès que l'étape de la commission, le reste, ça passe aussi. D'accord. Commission nationale, vous avez 16 440 procès-verbaux. Ils doivent délibérer et donner les résultats provisoires en 3 jours, du mardi au vendredi. Vous croyez que 3 magistrats peuvent travailler sur 16 440 procès-verbaux? Vous croyez qu'une commission nationale, quel que soit le nombre, en 3 jours peut travailler sur 16 400? Donc dès que ça passe l'étape de la commission départementale, ça va être validé aussi par la commission nationale. Le conseil constitutionnel, n'en parlons pas. Ils n'ont ni le temps, ni les ressources humaines pour faire le travail de vérification des procès-verbaux. Donc la sincérité de cette élection dépend du plan de ramassage des procès-verbaux. C'est crucial. Faire en sorte que ça n'arrive pas à la commission départementale. D'accord. Vous avez parlé de cette impossibilité dans votre contribution sur votre compte Twitter, sur votre compte ex-Twitter. Mais que fait-on en cas de vol, de destruction ou bien de substitution, de perte ou de vol des procès-verbaux originaux? Effectivement, dans la commission départementale, il est indiqué
qu'en cas de substitution, de perte ou de vol d'un procès-verbal, ce sont les copies des procès-verbaux des 2/3 des représentants des candidats qui font foi, ainsi que celui de la Sénat. Je vous ai dit que dans l'élaboration de la carte électorale, il y a une nouvelle rubrique qu'ils ont appelée implantation qui a été créée. Une rubrique illégale parce que tout simplement non conforme aux dispositions de l'article L53 du Code électoral qui fixe les données électorales à utiliser dans la réalisation de la carte électorale. Et c'est sur cette rubrique qu'ils ont créé 826 bureaux de vote fictifs. Le préfet, quand il saisit les candidats pour leur demander de désigner la liste de leurs représentants dans les bureaux de vote, dans le canevas qu'il donne aux candidats, l'implantation la donnée électorale implantation n'est pas mentionnée, n'est pas ciblée. Ça veut dire quoi concrètement? Que les candidats n'auront pas de représentants dans ces 826 bureaux de vote. Donc un procès-verbal qui arrive à la commission... Tous les candidats sans exception? Sans exception, parce que le préfet adresse une lettre à tous les candidats. Désignez vos représentants dans les PV des bureaux de vote qui se trouvent dans la rubrique lieu de vote. Le préfet ne parle pas des bureaux de vote qui se trouvent dans la rubrique implantation. Par conséquent, aucun candidat, théoriquement, n'aura pas de représentant dans les bureaux de vote de la rubrique implantation. D'accord. Donc, un tel PV, quand il arrive à la commission départementale de recensement des votes, quel est le candidat qui peut le contester? On vous dira, où est la copie? Vous n'avez pas siégé dans ce bureau de vote. Pouvez-vous contester le PV? Vous ne pouvez pas. Ok. Par conséquent, ces bureaux de vote, dès qu'ils arrivent à la commission départementale, ils sont validés et inclus dans les résultats provisoires proclamés. Alors que ce sont des procès-verbaux qui ne sont pas issus de vote d'électeurs. D'accord. Pouvez nous expliquer, nous éclairer sur la phrase « Tout procès-verbal fictif acheminé à la commission départementale de recensement des votes est validé ». Ben, c'est ce que j'explique. Hein. Je vous dis que la commission n'a pas pouvoir d'annuler un procès-verbal. D'accord. Même s'il est évident que le procès-verbal est faux, il est écrit à l'article LO 143 du Code électoral que les commissions départementales n'ont pas le pouvoir d'annuler un procès-verbal. Et ça existe depuis 1998. Mais avant, dans le Code électoral de 1992, les commissions départementales pouvaient annuler des procès-verbaux. Mais depuis 1998, cette disposition a été modifiée. Maintenant, les commissions ne peuvent pas. Ça veut dire que tout le travail de contrôle effectif de la régularité des procès-verbaux se fait à la commission nationale. Or, cette commission, mais elle n'a pas le temps, elle n'a pas les ressources humaines. Vous vous rendez compte, 16 440 procès-verbaux, potentiellement avec des observations. Qui peut les examiner en 3 jours? Mais personne. C'est-à-dire que tout ce qui est fictif, toutes les irrégularités vont être validées. Donc validées au niveau départemental, validées au niveau national, mais le Conseil constitutionnel n'a pas le temps. D'accord. Ndiaga Gueye, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la bonne heure. Il était 20h. Merci. Bonne suite des programmes sur GTV.